Exposition, chroniqueur, vous le connaissez. Franck, si tu veux nous rejoindre. Merci beaucoup d'être là. On fait cette soirée exceptionnelle pour dire au revoir à cette salle qui va fermer ses portes le 12 juin. Et donc, c'est une des dernières séances de cinéma en Normandie. Merci beaucoup d'être là. Merci, Franck. Bonsoir à tous. Il faut sauver le soldat Ryan. Déjà, je voudrais savoir qui a vu le film déjà. Qui ne l'a pas vu? Magnifique. Et qui le découvre sur un grand écran? Je vous envie énormément. Franck, Steven Spielberg est déjà un réalisateur aguerri quand il va tourner Il faut sauver. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est un réalisateur qui a à son actif un grand nombre déjà de très grands films. Il est multi-récompensé. Mais là, il se lance dans une opération assez extraordinaire. Il y aurait une histoire à raconter, l'histoire des films de guerre. Et c'est presque aussi intéressant que l'histoire de la guerre elle-même, puisque, évidemment, pendant très longtemps, dans les années 50 et 60, on faisait de grands films qui étaient placés à hauteur de la stratégie, qu'on voyait quasiment depuis le bureau des généraux qui dirigeaient les opérations. Et de temps en temps, on descendait un peu sur le terrain, on voyait filer quelques balles et on voyait tomber quelques morts et quelques blessés. Mais c'était l'exemple le plus célèbre pour ce qui est du débarquement, c'est le jour le plus long, bien entendu. C'était des espèces de grandes fresques. Et puis, à la faveur de la guerre du Vietnam, on s'est mis aux États-Unis à faire des films qui étaient de plus en plus réalistes et qui descendaient à hauteur d'homme. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film que vous allez voir, c'est qu'il est en quelque sorte la synthèse des deux. Il est à la fois tout à fait dans la lignée des grands films de guerre des années 60. C'est Spielberg, c'est du grand spectacle, ce sont des milliers de figurants, ce sont parfois plusieurs semaines pour tourner une scène. La première scène, qui dure 27 minutes, a mobilisé 11 millions de dollars sur le budget de 70 millions de dollars. Il y avait beaucoup de figurants, ça a été tourné en Irlande. Et l'objectif de Spielberg était de suivre le conseil de Samuel Fuller, qui disait quand on fait un film de guerre, il faut être réaliste. Il s'est inspiré des photographies de Robert Capa, le grand photographe de guerre, qui a lui-même été dans l'action de cette scène. Et cette scène a vraiment marqué l'histoire du cinéma. Spielberg a reçu 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Il y a une petite anecdote rigolote, c'est que cette année-là, ils ont donné l'Oscar du meilleur film à Shakespeare in Love. Je ne sais pas quel film. C'est un joli film, hein? Oui, mais enfin, c'est quand même pas du même niveau. Et la même année, Roberto Benigni a gagné l'Oscar du meilleur film étranger pour La vie est belle, sachant qui est aussi un film qui a pour cadre la Seconde Guerre mondiale et un autre angle, sachant que Spielberg s'était déjà attaqué à ce sujet avec La liste de Schindler. Très peu de temps avant. Très peu de temps avant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on fête le 80e anniversaire du débarquement. C'est quand même un moment exceptionnel pour nous d'être avec vous ce soir. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter, Franck, mieux que moi, évidemment, sur cette opération incroyable? Ce débarquement, il a tenu à un fil, notamment grâce à toutes les missions d'espionnage et tout le dispositif que les Alliés avaient organisé pour que ça se passe comme ils le voulaient. Oui, d'abord, 3 petites choses à propos des célébrations et des commémorations. Moi, j'ai connu, j'allais dire hélas, le 50e anniversaire du débarquement, puis le 60e, le 70e, là on arrive au 80e, ça commence à... oui, là, ça nous donne une idée de ton âge à peu près. Ça devient un peu inquiétant, mais ce qui est assez impressionnant, c'est de voir qu'à chaque décennie, on gagne en importance et en popularité de l'événement. Le 50e anniversaire du débarquement, ça n'était tout de même pas rien. D'ailleurs, on avait fait venir énormément de vétérans. C'était la différence, c'est qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de personnes qui pouvaient être là parce qu'elles avaient participé aux opérations. Et ça n'avait pas été du tout un grand succès populaire. On ne peut pas dire qu'à l'époque, en 1994, on en ait fait vraiment un très grand événement. Vous avez vu l'importance de ce qui se passe aujourd'hui. Non seulement l'importance diplomatique avec la présence de tous ces chefs d'État, avec le rôle de ce qui est en train de se passer par rapport aux événements, malheureusement aux guerres actuellement en cours, mais aussi l'importance dans le public. Ça, c'est assez fascinant. Bon. Deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que plus le temps passe et plus on comprend qu'il n'y a pas un débarquement. Et tu as dit très gentiment que j'étais le directeur éditorial d'Historia. Alors je vous montre le numéro qui vient de sortir et qui, comme vous pouvez peut-être le voir, en tout cas pour ceux qui sont dans les premiers rangs, affiche comme gros titre pour le dossier central du magazine
débarquement au pluriel. Et ça, c'est une des conquêtes historiographiques de ces années récentes, c'est qu'on redécouvre les autres débarquements. Parce qu'il est évident que le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, il n'aurait pas existé sans tout ce qu'il y a eu avant. D'abord, des débarquements qui ont échoué dès 1941, des projets qui n'ont jamais vu le jour, une grande opération qui était sous le commandement à l'époque du général Morgan, qui s'appelait l'opération Roundup, qui a été en quelque sorte l'opération mère d'Overlord. Et puis, surtout... Overlord, c'était le nom de code c'est le nom de code du débarquement de Normandie, hein, bien sûr. Et je dis bien sûr, mais il y a peut-être encore des gens qui l'ignorent, à mon avis, tout le monde le sait, là maintenant, on en parle tellement depuis quelques jours. Et puis, il y a, en novembre 1942, cette opération Torche, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, qui va complètement faire basculer la guerre en Europe, et ce pour deux raisons essentielles. Bon, d'abord parce que maintenant, les Américains, les Canadiens, les Anglais sont en Afrique du Nord, ils vont à El Alamein définitivement cantonner et battre les troupes allemandes de l'Afrika Korps de Rommel, et surtout, ça va être le point de départ d'une reconquête de tout le bassin méditerranéen avec des débarquements en Sicile et en Corse. On oublie parfois que la Corse a été le premier département français libéré en 1943. Et puis, il y a, dans la foulée, des opérations militaires qui viennent alléger un peu l'effort des Soviétiques sur le front Est. Et la deuxième raison pour laquelle cette opération Torche, ce débarquement en Afrique du Nord, il est absolument essentiel, c'est qu'il va changer le regard des Anglais sur la libération de l'Europe. Il faut comprendre qu'au tout début, c'est quand même important ça d'en être conscient, au tout début en 1940, l'Angleterre, enfin on dit l'Angleterre, c'est une habitude d'historien, mais le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., l'Angleterre est le seul pays qui tient encore face à l'énorme invasion nazie, face à l'opération, à l'offensive généralisée du 10 mai 1940. Et dans un premier temps, le Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill, n'a qu'une idée, c'est de défendre et sauver l'Empire britannique. Il se moque pas mal de l'Europe continentale, disons les choses. Il a offert au gouvernement français, qui était le gouvernement de Paul Reynaud à l'époque, la possibilité de faire une alliance, de fusionner les deux gouvernements anglais et français. On sait ce qu'il en a été. Le gouvernement français a refusé, il a préféré signer l'armistice, il a préféré donner les pouvoirs au maréchal Pétain, etc. etc. Bon. Mais les Anglais, pendant longtemps, pendant 18 mois, vont rester sur cette idée que leur but à eux, c'est de défendre leur Angleterre et leur empire. Et c'est à partir de décembre 1941, quand les Américains entrent dans la guerre, que les choses changent complètement, parce que les Américains ont compris que s'ils veulent avoir une chance d'écraser les Japonais dans le Pacifique, il faut d'abord qu'ils neutralisent Hitler en Europe, et donc il faut un débarquement en Europe. Et là, vous avez un bras de fer dont on ne parle pas assez. C'est un bras de fer passionnant entre Churchill et Roosevelt pour savoir si oui ou non on va débarquer en Europe. Et il y a un grand projet qui est lancé dès le début de l'année 1942 pour aller prendre tous les ports de Bretagne, de Normandie, dans la perspective d'un débarquement général dans l'ouest de la France qui doit avoir lieu au printemps 1943. Ce projet, il est abandonné parce que Churchill n'en veut pas. Et il va y avoir ce rôle un peu particulier et paradoxal des stratèges français, bien sûr le chef de la France libre, le général de Gaulle, mais aussi le général Giraud, mais aussi l'amiral Darlan, etc., qui vont faire pression sur les Américains pour les uns, sur les Anglais pour les autres, pour convaincre les Alliés de monter une opération de débarquement en Europe occidentale. Que Spielberg va nous présenter. Est-ce qu'on a 2-3 anecdotes sur la première scène, les figurants, enfin c'était une organisation incroyable. 1000 figurants. 1000 figurants, ils avaient dont même... beaucoup de vrais soldats d'ailleurs. Il y avait beaucoup de soldats irlandais, 250, un quart en fait. Ils ont pris des barges de la guerre, ils ont utilisé du vrai matériel.
Et juste pour vous donner une anecdote du perfectionnisme de Spielberg, il a demandé à son ingénieur du son d'utiliser des vraies armes de l'époque. Et il a enregistré l'impact de ces armes sur des vaches mortes. Il a enregistré ça, et c'est ce que vous allez entendre ce soir. Il y a des techniques de tournage avec caméra à l'épaule qui sont extrêmement modernes. Et ce qui est fascinant avec le film, et la boucle est bouclée, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour lancer les choses, c'est que ce film est à la fois un grand film dans la lignée des grands films de guerre des années 60, mais c'est un film qui, c'est vrai, s'inspire de Robert Capa, c'est vrai, a infusé Fuller, si l'on peut dire, mais surtout va montrer la guerre à hauteur d'homme. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, alors je ne veux pas vous effrayer ou vous faire sortir de la salle, évidemment, mais il faut que vous sachiez, que vous soyez conscient que le film que vous allez voir est un film assez dur. C'est un film qui, lors de sa sortie en 1998, a d'ailleurs fait une polémique, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de critiques qui disaient « mais on ne peut pas infliger ça au public, c'est trop stressant, on est au cœur de l'action ». Oui, on est au cœur de l'action. Aux États-Unis, ils ont même créé un numéro spécial pour que les vétérans qui avaient vécu en vrai le débarquement et qui voyaient le film puissent téléphoner pour confier leurs émotions. Donc c'est incroyable. Parce qu'ils étaient de nouveau plongés. C'est un film qui va vous faire palper l'horreur d'une opération militaire, en l'occurrence amphibie, comme celle que vous allez revivre sur la plage d'Omaha Beach. Il se trouve que, et c'était pour le 70e anniversaire du débarquement, j'étais pour Europe 1 à l'époque sur une barge. Quand je dis une barge, c'était la dernière barge qui ait fait le débarquement et qui existe encore en France. Elle se trouve à 40 ans. Et elle a été remise à flot pour l'occasion. Et nous avons, si j'ose dire, et ça n'a pas été bien dangereux, disons les choses, nous avons débarqué sur la plage d'Omaha Beach exactement 70 ans, minute pour minute, après le premier débarquement de cette fameuse barge. Et ce que me disait le pilote de la barge, qui l'entretient amoureusement, qui en a fait beaucoup plus qu'un objet de musée, qui en a fait le témoignage de ce qu'a pu être au quotidien le vécu de ceux qui ont fait la navette constamment. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionnait. Vous aviez tous les navires de guerre, 1850, tous ces grands navires de guerre qui arrivaient chargés d'hommes et de matériel dans un deuxième temps, mais dans un premier temps chargés de soldats, de combattants. Et les combattants en question, ils descendaient 18 par 18 dans les barges, 12 même dans les plus petites barges. Donc on les faisait descendre comme ça dans la barge. Et puis la barge, elle faisait, la navette, des dizaines de fois dans la journée entre les navires qui, à l'abri de l'artillerie allemande, apportaient les soldats, et puis la plage où il fallait bien descendre. Et vous savez comment ça fonctionne, la barge, hein. Il y a le grand abattant qui, d'un seul coup, sombre sur la plage. Ça fait beaucoup d'éclaboussures, et hop, vous courez, vous sortez comme ça sur la plage. Ça, c'est l'image d'Épinal, mais vous allez voir la vraie image telle que Steven Spielberg, avec une volonté quasi archéologique de vous faire vivre l'émotion de l'instant, telle qu'il l'a reconstituée. Ce que me disait le pilote de la barge en question en 2014, quand on a fait cette émission anniversaire, j'étais avec Claude Quetel, qui à l'époque était le patron du mémorial de Caen, c'est qu'il y avait dans le bas de la barge du sang, en tout cas, pour être plus exact, de l'eau rougie jusqu'aux genoux. Donc vous descendiez pour faire le trajet dans le sang de vos camarades qu'on avait ramassés au voyage précédent. Je crois qu'on va annuler le film, on va écouter Franck. Non, mais Franck, je sais que très dur. J'aurais aimé avoir un prof d'histoire comme toi. Je sais que tu as d'autres obligations ce soir. Oui, alors, je suis partagé, parce que pour tout vous dire, et je vais en profiter pour faire ma pub, j'ai déjà fait celle d'Historia, mais il se trouve que je suis aussi le directeur de la Cité de l'Histoire, qui se trouve dans la Grande Arche de la Défense, à la Défense donc. Et ce soir, pour le 80e anniversaire, nous recevons tout Paris avec des jeeps, des orchestres, des jazz bands et tout ça. Et on m'a demandé de dire quelques mots. Alors, j'ai dit, voilà. J'ai fait le serment à mon copain Henri de venir au Normandie pour parler du soldat Ryan, mais je vais aussi aller à la Cité de l'Histoire. Vraiment. Ce qu'il faut quand même que tous les gens qui sont dans cette salle sachent, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, moi j'étais en civil, parce que j'étais déjà contractuel civil du ministère de la Défense à l'époque,
Mais lui, il était appelé du contingent, il avait la tenue et le calot d'aviateur, s'il vous plaît. Bon, c'était il y a 30 ans, oui, ça. Oui, voilà. Franck, merci 1000 fois d'être venu, c'était extraordinaire. J'aurais adoré avoir un prof d'histoire comme toi. Merci beaucoup. Merci. Vous allez, pour tous ceux qui ne connaissent pas le film, vous allez vivre des émotions inoubliables. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur grand écran, vous allez voir ce que c'est que le grand art du maître Spielberg. Merci Franck Ferrand, merci pour lui.